Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette 5e rencontre du soir de l'École supérieure d'art de Lorraine à Metz. Avant de commencer, je souhaite remercier l'équipe de l'atelier Rekits pour la mise en place de la régie et les étudiants de deuxième année communication pour la réalisation des visuels de l'événement. Je m'appelle Léo Coquet, je suis enseignant à l'ESAL et j'ai le plaisir de programmer cette année le cycle des rencontres du soir. Ce cycle invite des artistes, des designers, des historiens et historiennes de l'art, des sociologues et des auteuristes à venir présenter leurs recherches et partager leurs approches méthodologiques. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Lucille Dumont, autrice, éditrice, chercheuse et militante. Lucille est également joueuse de football au sein de l'équipe Les Dégos. Elle nous parlera du renouveau qui traverse depuis une dizaine d'années la pratique loisir du football, entre multiplication récente d'équipes féministes et queer, visibilité accrue sur les terrains et autour de ceux-ci, création de tournois et d'événements hybrides, prise de position et engagement collectif, travail d'invention sportive, sociale, politique et visuelle. Ce renouveau n'est toutefois pas exempt de tensions ni de contradictions. Tout en revendiquant un ancrage dans le football, ces nouveaux collectifs féministes et queer cherchent à se distinguer de ces pratiques dominantes et interrogent les cadres traditionnels. Quel modèle et contre-modèle peut-on identifier au sein de ce mouvement ? Sur quel dialogue, avec d'autres disciplines sportives ou traditions militantes, s'appuie-t-il ? Comment la question de la mixité se déploie-t-elle dans ces nouveaux espaces ? Autant de questions auxquelles Lucille cherchera à répondre en esquissant un paysage du football féministe et queer aujourd'hui. À l'issue de la conférence, l'équipe de football de l'école, le Rayo Divo, aura la joie d'accueillir Lucille lors de son entraînement hebdomadaire en vue de la RIT 2026, tournoi de football mixte et festival des étudiants des écoles d'art et de design en France. Merci donc Lucille d'être parmi nous ce soir. La parole est à toi. Merci beaucoup Léo pour cette introduction et merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de venir présenter un petit peu une série de réflexions ici, de parler foot et voilà, d'être là avec vous ici. C'est la première fois que j'interviens dans une école d'art. J'allais dire que j'étais très impressionnée, mais au final, je ne sais pas si c'est ça qui va plus m'impressionner ou de jouer tout à l'heure, mais on verra. Voilà, donc moi je viens un petit peu peut-être pour en dire un peu plus sur mon parcours. Je ne viens pas du foot, je viens du texte, des lettres, des langues, des sciences sociales, du monde de la revue et du livre, et plus précisément de la sociologie et de la presse et de l'édition indépendante. Et j'ai mené un travail de thèse qui est encore en friche, sur la critique littéraire, les transformations de la critique littéraire en France et aux États-Unis, donc qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que je présente là. Et parallèlement à ça, j'ai contribué donc à diverses aventures éditoriales, notamment aux revues Jeff Clack, Panthère Première, CQFD, que vous avez peut-être déjà eu entre les mains. En plus de tout ça, donc dans mon parcours, en tout cas dans les dernières années, je pense qu'il y a une chose qui se distingue, c'est une forme d'engagement sur divers terrains militants. Et c'est beaucoup de ça dont je vais parler. C'est un petit peu ça qui fait le lien aussi, puisqu'en fait, toutes ces questions, celles de la presse indépendante, les questions du texte, les questions d'écriture, de comment on prend position, comment on s'engage, tout ça, c'est des questions qui s'étaient croisées en fait dans mon travail de recherche et qui se croisent maintenant justement dans mes pratiques. Et étrangement, le foot est un petit peu central à tout ça, même si c'est pas du tout le lieu justement de mon positionnement professionnel. Alors le foot, je vais un petit peu parler de mon parcours par rapport à ça pour aussi peut-être comprendre comment j'arrive là-dedans et je sais pas, peut-être que ça incarne un petit peu aussi une série de réflexions. En tout cas, le foot, pour moi, ça a été un peu le terrain sur lequel beaucoup de choses se sont bousculées et une sorte de terrain de lutte, comme on a appelé cette intervention, terrain de lutte au pluriel, dans plusieurs directions. Et par terrain de lutte, en fait, je reprends l'expression, enfin, un des slogans, en tout cas, de l'association dans laquelle je joue, donc que vous connaissez peut-être, qui s'appelle effectivement Les Dégos et qui anciennement s'appelait Les Dégommeuses, comme c'est écrit sur l'écharpe que vous voyez. Pour moi, en effet, et comme pour beaucoup d'entre nous, en tout cas beaucoup de personnes autour de moi, le foot, pardon, c'est un terrain de lutte sportive évidemment, mais aussi de lutte politique, collective et individuelle également.
C'est, parler de la place du foot un petit peu dans mon parcours. Je crois que c'est aussi une manière de dire, pourquoi le foot queer et on verra un petit peu ce qu'on met derrière, ce terme, il est investi comme il l'est aujourd'hui. Alors évidemment, on peut passer beaucoup de temps à dire qu'il est riche, qu'il est très passionné. Il faut peut-être, aussi dire qu'il est fragile et réfléchir à pourquoi on le protège aussi, farouchement et je pense que je voudrais profiter de cette, intervention pour proposer justement comme le disait Léo, une esquisse de ce qu'est aujourd'hui ce foot queer, à Paris principalement, mais pas uniquement. Et l'idée, c'est d'en montrer quelques-uns de ces enjeux principaux et certaines de ces transformations récentes. C'est important, je pense, de parler de ces espaces parce qu'ils représentent une forme d'alternative et ils sont des lieux dans lesquels il est possible de faire collectif, ce qui est toujours important, en particulier, et enfin, qui est même indispensable, en particulier quand on est dans tout ce qui s'apparente à des débuts, que ce soit des apprentissages réels, des recommencements dans la vie ou des virages. Dans des parcours personnels, le groupe, le collectif sont toujours assez nécessaires pour trouver des repères, en particulier dans des trajectoires d'émancipation, et c'est aussi de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc le foot, il arrive pour beaucoup de personnes dans ces espaces du foot féministe et queer. Il arrive précisément autour de ces termes de collectif et d'émancipation. Alors on ne va pas pour autant, je pense, raconter d'histoire. Ce serait trop facile de dire que commencer le foot adulte, comme ça a été mon cas par ailleurs, c'est nécessairement et immédiatement synonyme d'émancipation, puisque quand on est une femme, quand on est une personne queer, c'est d'abord un espace de contrainte, l'espace du foot, le terrain de foot. C'est aussi beaucoup un espace d'invisibilisation. Et l'idée de toutes ces initiatives, c'est d'en faire plutôt des espaces de réconciliation, de reconstruction. Ce serait trop facile aussi, dans le même sens, de raconter que le collectif, ce n'est qu'un tremplin, un lieu de support mutuel, un rempart contre toutes les horreurs du monde, toutes les discriminations quotidiennes ou que sais-je. Mais il n'empêche, le collectif, autant que ces logiques d'émancipation, je pense que dans ces espaces, elles font un travail qui est hyper important, qui est quelque chose qu'on dit beaucoup, mais à quoi on réfléchit peut-être pas toujours forcément, qui est tout un travail autour du fait de redonner sa place au corps comme une manière de lutter contre toutes les logiques propres au système de domination dans lesquels on évolue. Et dans le même temps, ces espaces, en fait, ils sont intéressants parce qu'ils font aussi un peu le travail inverse, c'est-à-dire qu'ils nous font prendre conscience de comment nos corps sont pris dans ces logiques-là de domination. Donc c'est un petit peu, de façon très théorique, en tout cas pour l'instant, c'est un petit peu le travail qu'on fait, je crois, dans ces espaces-là. Alors, je ne vais pas vraiment parler de performance sportive, parce que chez les Dégos en particulier, mais on n'est pas la seule équipe dans ce cas, c'est pas forcément les performances sportives qui nous distinguent, je pense. Mais je vais essayer de parler donc de ce développement un petit peu de ce foot féministe et queer et de ce qui fait à nos espaces, à nos trajectoires et quel type de travail on fait, quel type d'initiative on, on lance et dans lesquels on se lance. Dans nos espaces, je pense que le premier point important, en tout cas à retenir, c'est que le foot, c'est évidemment un sport, mais c'est aussi un gros prétexte. Un prétexte à l'engagement, au sens physique comme au sens politique et militant. Et je crois que notre histoire avec le foot, c'est précisément l'histoire d'un engagement, celui d'une capacité à mettre tout le corps, comme on dit, sur le terrain. Alors pour parler un petit peu de mon parcours à moi, j'ai commencé le foot adulte, comme je le disais tout à l'heure, au sein d'un club masculin, quand j'avais une petite trentaine d'années. Alors je ne viens pas du foot, je viens de sport féminin, je viens de la danse en particulier. Et faire du foot à ce moment-là, je pense que c'était une excuse pour reprendre le sport, pour rencontrer évidemment des nouvelles personnes, pour m'entourer d'un groupe, mais aussi pour réfléchir à des enjeux collectifs militants, à des enjeux féministes. On était à ce moment-là dans un petit club associatif masculin qui voulait créer une équipe féminine et qui faisait appel à des joueuses ou à
à des volontaires, en tout cas, pour jouer. Et cet entourage-là, il était marqué par un militantisme anticapitaliste et antiraciste assez fort. Ça a été une expérience assez difficile, puisque la création de cette équipe, en fait, a donné lieu à une série de batailles en interne sur le fonctionnement du club, sur la place du militantisme féministe aussi. Et ces batailles-là, elles ont conduit au départ de l'équipe féminine du club. Sous une série d'aspects, pourtant, je pense qu'on est sorti gagnante de cette expérience, puisque ça a été évidemment un apprentissage du foot, ça a été aussi un apprentissage du collectif, du fonctionnement collectif. On a créé une équipe qui a dépassé cet épisode-là. Ça a permis de créer des liens entre nous et aussi avec d'autres équipes qui existaient déjà à ce moment-là. Ça a donné lieu aussi à beaucoup de réflexions collectives sur comment on voulait fonctionner, sur quel foot on voulait, comment on se positionnait, c'était quoi les enjeux politiques du foot, c'était quoi les enjeux de la compétition, etc. Et tout ça, c'était des choses auxquelles on était quand même beaucoup à être nouvelles. C'est-à-dire qu'il y en avait certaines qui avaient joué au foot précédemment, mais c'était pas du tout le cas de tout le monde, voire le cas d'assez peu d'entre nous. Et je pense que ce qui était intéressant aussi pour nous, c'est que on était un groupe qui en fait militait ensemble sur des questions féministes pour la première fois. C'est-à-dire qu'en fait, on était ou presque pour la première fois en tout cas ensemble. Et on était familiarisés à ces questions-là de façon assez théorique, mais dans sa dimension pratique, dans ce groupe-là, c'était nouveau. Et voilà, il fallait apprendre à s'organiser, à se positionner dans un espace qui était évidemment un bastion complètement masculin. Donc ça a été une expérience marquante pour beaucoup d'entre nous. On a quitté ce club, créé une autre équipe. Ça, c'était peu avant le confinement qui a quand même aussi un peu bougé les cartes à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ce deuxième mouvement, la création de cette deuxième équipe, elle s'est faite en non-mixité. Avec un fonctionnement qui était cette fois horizontal. Donc en fait, on s'est éloigné aussi du modèle du club, avec une présidence, avec des interlocuteurs très identifiés. On a souhaité une direction collégiale. Et très rapidement, en fait, on a mis un peu les mains dans le cambouis et on s'est heurté à des questions matérielles qui sont très familières à toutes les personnes, je pense, qui pratiquent le foot. Mais quand on arrive par le côté foot féminin, ça devient tout de suite hyper compliqué, c'est-à-dire la question des terrains, la question des créneaux d'entraînement, la question de l'argent évidemment, de comment on est coaché, de qui nous coach, de comment on choisit un coach, de comment on se positionne politiquement dans ce milieu-là. Tout ça, ça a été des questions, enfin voilà, en fait quand on veut commencer à jouer au foot, en particulier à Paris, où il y a très peu de créneaux d'entraînement, mais en fait on se confronte très directement à ces questions-là, et enfin voilà, on est sommé d'y répondre très rapidement. Je suis restée assez peu dans cette équipe pour rejoindre les dégommeuses, justement, qui correspondaient plus à l'endroit où je me trouvais à ce moment-là. Et les dégos avaient déjà, à ce moment-là, une histoire relativement longue, des ancrages militants et institutionnels forts qui étaient intéressants. Elle commençait aussi à avoir une certaine visibilité médiatique qui était intéressante. Et en tant qu'équipe et en tant que groupe, en tant que collectif, elles avaient, en tout cas, elles étaient en train de prendre de l'ampleur. Et en fait, dans ces espaces-là, elles étaient visibles, elles étaient aussi fédératrices, elles étaient présentes à plein d'endroits. Il y avait plein d'initiatives qui se passaient. Et voilà, c'était quand même un repère assez fort à ce moment-là. Alors, pour dire peut-être quelques mots des Dégos, donc effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on vient de changer de nom pour des raisons que je vais expliquer aussi, mais c'est assez récent. L'association a été créée en 2012 par un petit groupe qui s'entraînait déjà depuis à peu près 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, à Paris donc. Et les Dégos, c'est une association et une équipe de foot qui sont composées majoritairement de lesbiennes et de personnes trans. Et la manière dont on se présente, c'est on dit qu'on lutte contre les discriminations dans le sport et par le sport. Donc il y a un peu ces deux dimensions qui sont au cœur de l'asso. Et quand elle a été créée, voilà, il y avait déjà une petite équipe de personnes qui s'entraînaient ensemble. Elle a été beaucoup menée, cette petite équipe, par Cécile Chartrain et Véronica Nozeda, qui ont
voilà, qui ont travaillé beaucoup à la vie de ce collectif pendant de nombreuses années, qui sont toujours présentes dans l'association et qui avaient toutes les deux voilà, beaucoup d'amour pour le foot, pour l'une une grande pratique du foot, pour l'autre peut-être une plus grande connaissance, en tout cas des espaces militants, mais ça faisait un espèce de combo qui a donné son profil à l'assaut, qui était, enfin voilà, qui est un profil qui est resté en fait, cette espèce de double tête sportive et militante des Dégos, quoi. Et pour le dire très rapidement, un des objectifs, c'était de lutter contre les stéréotypes sexistes dans le foot, de mettre un peu sur le devant de la scène toutes les questions de visibilité lesbienne et, en gros, en très gros, de lutter contre l'idée que, enfin voilà, d'essayer de freiner tous les processus qui font que les femmes sont toujours la dernière roue du carrosse dans le foot. Pour le dire un petit peu plus longuement, il y a une série de positionnements initiaux qui restent tout à fait intéressants dans la manière dont les Dégos se présentent. Il y avait l'idée de lutter contre, enfin en tout cas d'interroger tous les clichés et une série de fantasmes sur l'idée que les lieux de sport collectif féminin, et en particulier le foot, le rugby, enfin les sports co, pensés comme masculins, seraient des possibles lieux de conversion à l'homosexualité féminine. Donc il y avait ce premier point contre lequel, enfin voilà, que l'asso se donnait comme objectif d'interroger, de critiquer évidemment. Il y avait également l'idée que pour promouvoir le foot féminin, les clubs, les fédérations nationales, elles mettaient en avant dans toute leur communication des sportives qui étaient extrêmement stéréotypées comme féminines, avec l'idée que pour mettre en avant le foot féminin, il fallait visibiliser des joueuses extrêmement conformes aux normes de genre, donc féminines, très sexy, avec un passing hétéro, montrer qu'elles étaient mères de famille, qu'elles étaient bien sous tout rapport, etc. Et que la conséquence que ça avait, en fait, cette visibilisation de la féminité des joueuses, c'est que ça dévalorisait toutes les autres. Et notamment, en fait, ça effaçait les lesbiennes, les bi, les trans de tout cet imaginaire sportif. Et dans le même temps, ça invisibilisait aussi les femmes hétéros qui ne correspondaient pas à ce modèle dominant. Donc il y avait une critique assez forte de ça, qui était associée au fait que dans le monde du foot business, pour séduire et pour rassurer les sponsors, les investisseurs, là encore les fédérations, les administrations dans une certaine mesure, les spectateurs, mais aussi les parents des jeunes footballeuses, il y avait une forme, tout ça, en fait, pour rassurer tout ce monde-là, il fallait taire le fait qu'une grande partie des joueuses, y compris professionnelles, étaient lesbiennes. Il fallait invisibiliser les personnes trans. Et le moment où les Dégos se sont créés, il n'y avait quand même aucune footballeuse en activité en D1 qui avait fait son coming out. Alors qu'évidemment, il y avait énormément de joueuses dont il se savait qu'elles étaient lesbiennes. Mais voilà, il y avait une espèce d'injonction au silence sur ces questions-là. Et cette injonction au silence, elle s'accompagnait d'un déni de toute l'homophobie qui traversait le foot, de la transphobie qui traversait le foot, et l'idée, c'était évidemment de questionner ce déni. Si on garde en tête ce paysage du foot business, des enjeux financiers très hauts qu'il peut y avoir dans ce monde-là, l'idée, c'était aussi de souligner que ces enjeux financiers, en fait, ils multiplient, ils exacerbent tous ces phénomènes d'invisibilisation, en particulier dans le sport de haut niveau. Et en même temps, ce qu'il fallait dire aussi, c'était que justement, le foot en tant que bastion, non seulement que bastion masculin, mais que bastion d'une masculinité dominante, en fait, le foot amateur aussi, il était traversé par ces logiques-là. Et du coup, l'idée, c'était aussi de mettre en lumière le fait qu'un peu à tous les échelons du foot, on se confrontait à ces mêmes questions, à ces mêmes stéréotypes, à ces mêmes logiques d'invisibilisation. L'idée, c'était aussi de dire qu'en fait, c'était d'autant plus important
d'être attentif et attentive à ça, qu'il y avait énormément de jeunes, enfin ça reste évidemment un endroit dans lequel la question de l'éducation, la question des modèles, etc., pour les jeunes et pour les enfants, elle est extrêmement importante. L'objectif donc des Dégos et d'autres assos dont on va parler aussi, qui se sont créés un petit peu à ce moment-là, c'était de créer des espaces de pratique du foot qui seraient plus accueillants, plus inclusifs évidemment, et qui puissent permettre de mettre en place toute une série d'actions qui attirent l'attention sur ces problématiques-là pour faire évoluer et la pratique féminine, vu que justement au moment où en fait se créent les Dégos, on est vraiment dans en tout cas, ce qu'il faut comprendre, je pense aussi peut-être pour suivre un petit peu toute cette logique, c'est que ce foot féministe et queer, il émerge dans l'espace du foot féminin. Et l'idée, c'était justement voilà, de faire évoluer aussi les représentations liées à la pratique du foot féminin et les questions de représentation liées aux minorités sexuelles et de genre dans le milieu du foot. Donc c'était quand même un gros programme dès le début, dès la création de l'asso, qui se détachait sur un paysage sur lequel voilà, il y avait l'idée que le foot, c'était un terrain à prendre, et c'était un terrain militant aussi à prendre, du point de vue féministe, du point de vue LGBT aussi, pour les lesbiennes en particulier. Parce que le foot, c'était un endroit quand même de transgression de genre assez forte, qu'il fallait retrouver la place en fait de la socialisation sportive de beaucoup de lesbiennes, avoir un endroit pour jouer au foot en étant tranquille, en non-mixité, en tout cas dans des espaces dont on maîtrisait les règles. Et voilà, pouvoir porter cette critique et porter d'autres manières de jouer, montrer d'autres corps et aussi mettre en œuvre d'autres solidarités. Il y avait donc en fait une forme de colère quand même initiale autour de tous ces sujets, autour de l'invisibilisation des lesbiennes aussi, et en particulier en France, il y avait quand même cette idée que en fait le foot féminin en France était complètement, enfin voilà, un endroit de silence sur toutes les questions LGBT, alors qu'en face on avait les équipes américaines qui étaient composées de joueuses qui étaient des icônes lesbiennes, des icônes mondiales lesbiennes, etc. Et du coup, il y avait ces espèces de dissymétries qui font qu'il y a toujours une forme de perplexité, on va dire, face à la manière dont se déploient ces enjeux. Aujourd'hui, les Dégos, donc c'est une asso qui a grandi. Je vais développer un petit peu là-dessus, mais en tout cas, dès le début, chez les Dégos, il y a plein d'activités qui se mélangent. Il y a le foot, évidemment. Il y a tout un aspect sociabilité, festivité, etc. Il y a aussi tout un travail qui est fait de sensibilisation auprès des jeunes, auprès des enfants, dans des établissements scolaires sur toutes ces questions-là. Il y a un travail de plaidoyer aussi auprès des institutions, donc locales, parisiennes, pour voilà, donner une place aux nouvelles équipes, donner des créneaux, se rendre visible auprès des institutions, etc., mais aussi auprès des institutions nationales. Un travail de visibilité dans les médias et aussi un travail important de solidarité avec en particulier des personnes réfugiées qui jouent dans l'asso et qui voilà, sont un pôle en tout cas qui a été très actif dès le début et qui est une question importante au sein de l'asso et de l'équipe. Moi, quand je rejoins les Dégos, c'est un moment dans lequel il faut prendre en compte, je pense, deux marqueurs importants. C'est d'abord qu'on est dans l'après-MeToo. Donc MeToo en 2017 qui commence à élargir le mouvement féministe sur plein de questions et voilà, qui emporte avec lui toute une série de pans d'activités aussi qui n'allaient peut-être pas de soi dans le mouvement féministe jusque-là, dont le sport. Et l'autre gros marqueur, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est la Coupe du monde féminine en France qui se tient en 2019. À Paris et à Lyon en grande partie, même si pas uniquement. Après ce moment-là, il y a une forme de déploiement du foot féminin en France
après une histoire par Eclipse, sur laquelle je ne vais pas du tout revenir, mais je vous renvoie à une série de travaux, notamment au livre de Michael Correa, qui s'appelle Une histoire populaire du football, dans lequel il retrace en partie cette histoire. Suite à la Coupe du Monde en particulier, il y a une série d'investissements qui sont faits dans le développement du foot féminin. Il y a aussi beaucoup de publications. Enfin, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de communication, de médias, etc. On constate en fait que se développe le foot féminin un peu à toutes les échelles, pour les enfants, pour les adultes, dans les clubs, dans les assos. Et ce qu'on observe, c'est aussi que le foot et le sport, peut-être plus largement, deviennent aussi à ce moment-là un outil militant dans plusieurs directions. Et je pense que c'est ça qui nous intéresse aussi ici, quoi. Cette idée que le foot se développe comme un outil et pas uniquement comme une pratique sportive en elle-même. Alors, ce développement du foot associatif, loisir, et le fait que le foot puisse être investi d'une charge militante assez forte, ça n'a pas nécessairement changé le fonctionnement général, évidemment, du foot, ni les stéréotypes qui sont véhiculés par toute la communication un peu officielle autour du foot féminin. Si on regarde aujourd'hui, donc j'ai pas apporté d'image de ça, parce que je me suis dit qu'on en voyait déjà bien assez, peut-être. Mais voilà, toute l'iconographie du foot féminin aujourd'hui, elle reste quand même assez stéréotypée, même dans la fabrication des maillots, par exemple. Les équipes féminines, elles jouent avec des petits maillots cintrés, elles ont des maillots à pois. Il y a toute une manière de les montrer en photo, de susciter des formes de discours, voilà, toujours sur cette idée qu'elles sont des femmes respectables. Et tout ça n'a évolué qu'à la marge. Mais voilà, il y a quand même eu un développement critique, en tout cas, important. Pour faire une petite histoire peut-être de ces équipes alternatives, si je peux les nommer ainsi, ou en tout cas des équipes peut-être associatives, les Dégos n'étaient pas seuls complètement à ce moment-là. Il n'y a pas non plus un coup de baguette magique en 2019, mais il y a quand même eu donc une forme de transformation dans le sens où il y a eu ce développement du foot loisir, comme je le disais, mais aussi une évolution sur une série de questions militantes. Pour faire donc une petite chronologie très brève, cette histoire du foot LGBT, elle commence à émerger, à se rendre visible en France à la fin des années 90, puisque le premier club qui se positionne, en tout cas qui se crée en se positionnant comme voulant lutter contre l'homophobie, c'est le FC Paris Arc-en-Ciel, qui existe encore, qui est créé en 1997, notamment autour de la figure de Christine Aubert, qui est une ancienne footballeuse de haut niveau. Il est suivi au début des années 2000 par le Paris Foot Gay. Les Légomeuses donc arrivent autour de 2010, puis l'association est créée en 2012. Et tout ça arrive dans un contexte où, en fait, il y avait déjà une série d'équipes qui se créaient ponctuellement ou qui jouaient régulièrement, associées au milieu LGBT, ouvertement militantes, liées à des espaces, à des bars notamment lesbiens, LGBT à Paris, etc. Et tout ce milieu existait et jouait ensemble régulièrement. Pour donner des éléments un petit peu plus proches peut-être de la pratique sportive, ces équipes, donc Arc-en-Ciel, jouaient à 11. Les Dégommeuses ont, je crois, toujours joué à 7 ou à 8, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a une série d'équipes qui existent aussi depuis maintenant un petit peu plus d'une dizaine d'années. Je pense notamment aux Cacahuètes Sluts, aux joueuses du Rosa Bonheur, qui est donc associée au bar du même nom. Toutes ces équipes et celles qui se développent surtout après, elles jouent plutôt à 7 qu'à 11, par exemple. Parce que, en fait, pour démarrer le foot, enfin, une des raisons, en tout cas, qui permettent d'expliquer ça, c'est le fait que pour démarrer le foot adulte, loisir, féminin, en fait, c'est assez difficile de trouver des équipes à 11, puisque souvent, ça va être des joueuses plus jeunes qui vont jouer à 11, ça va être des enjeux plus compétitifs que dans le foot à 7, et surtout, ça va pas être les mêmes interlocuteurs
institutionnelle. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus, mais en tout cas, voilà, à garder en tête que déjà, sportivement, c'est un peu différent. On joue, nous, par exemple, maintenant, chez Dego, on joue à 7, et la plupart des équipes autour de nous, c'est le cas aussi. Il y a quelques années, ce foot, il s'est développé autour d'un championnat à l'année. On ne joue pas en FFF pour une série de raisons, mais on jouait ce championnat en particulier au sein d'une fédération qui était la Fédération française du sport d'entreprise, qui n'a pas grand-chose à voir avec nous, mais qui avait été une espèce de brèche dans laquelle on avait pu, et je pense, si je ne dis pas de bêtises, que Christine Aubert était à l'initiative beaucoup de ce championnat, mais qui était voilà, une espèce de brèche dans laquelle il avait été possible de créer une espèce de ligue de foot à 7 pour ces équipes féminines, dont beaucoup étaient... voilà, se rassemblaient quand même autour d'événements lesbiens, LGBT plus largement. Pourquoi ne pas jouer un FFF pour toutes ces équipes? Déjà parce que ça a un coût que peuvent parfois se permettre des clubs, mais que les associations ne peuvent pas se permettre le plus souvent. Ça demande aussi toute une logistique de terrain, donc ça veut dire qu'il faut avoir plus de créneaux que ce que demandent d'autres fédérations comme la FSGT, qui est un petit peu la Fédération sportive et gymnique du travail, qui est un peu l'héritier institutionnel sportif j'allais dire de la CGT, c'est exagéré, mais en tout cas de cette lignée-là, et qui a toujours fonctionné différemment, qui est aussi une fédération multisport, alors que la FFF est une fédération de foot. Mais voilà, il y a la question du coût, en tout cas, qui explique pourquoi on ne joue pas en FFF. Il y a aussi la question des dispositifs que met en place la FFF et qui faisait que, par exemple, pour des équipes LGBT, la FFF est plus que regardante, voire complètement discriminante pour les personnes trans, qui en fait du coup ne peuvent pas avoir des licences, jouer en compétition, etc., de la même manière que les personnes cis. Il y a aussi la question des personnes réfugiées sans papier, qui posait exactement les mêmes problèmes, puisque la FFF bloquait en fait l'accès à des licences ou continue à bloquer à des endroits, etc., alors que y a des fédérations qui sont plus ouvertes plus souples, en tout cas, sur ces questions-là, et qui laissent jouer sans être aussi regardante sur, à minima, des questions d'état civil, on va dire. Et voilà, toute une série de questions comme ça discriminatoires, et qui font aussi, et par ailleurs, il y a aussi une question de positionnement politique qui fait que, pour toute une série de raisons, et notamment pour le fait que la FFF est aussi porteuse en elle-même d'une série de discriminations contre lesquelles on lutte, jouer un FFF, c'est un peu difficile. Mais il y a quand même, voilà, je trouve que la question du coût, des créneaux, de la disponibilité des terrains et de la question des papiers à plusieurs endroits, elle permet de comprendre aussi que techniquement, en fait, on ne peut pas forcément jouer dans les mêmes endroits, quoi. C'est pas qu'une question de positionnement. Aujourd'hui, nous, on ne joue plus dans cette ligue-là en FFSE, et une grosse partie des équipes a migré vers une autre ligue qui est justement en FSGT, parce que justement la FSGT s'est un petit peu reconstruite autour du foot féminin. C'est-à-dire, pendant longtemps, à Paris et autour de Paris, il y avait des endroits où il y avait des initiatives, mais le réseau, il n'était pas aussi dense que pour le foot masculin ou pour le foot mixte, puisque la FSGT a quand même beaucoup promu et soutenu le foot mixte. Voilà, donc aujourd'hui on joue dans cette ligue FSGT, et il y a un deuxième petit championnat qui s'appelle la Petite Ligue Queer, je crois, qui est aussi inscrite, il me semble, en tout cas qui fonctionne avec la FSGT, mais qui sont deux endroits dans lesquels on joue à l'année des matchs, en plus des tournois, etc. Voilà pour quelques éléments un petit peu concrets dans lesquels, qui sont des dynamiques dans lesquelles en fait on se retrouve maintenant à être de nombreuses équipes à se retrouver, de nombreuses équipes associatives qui se revendiquent donc féministes et queer, donc accueillantes aussi pour les personnes trans, qui est une des évolutions de ce foot associatif-là. L'idée de ces équipes-là, c'est qu'elles portent des revendications militantes à propos du foot, mais aussi sur d'autres sujets.
Ce qu'on observe, c'est un mouvement un petit peu d'externalisation, si je peux dire en tout cas, des luttes. Mais il y a un peu l'idée de, voilà, de sortir des sujets exclusivement foot ou exclusivement LGBT. Et en fait, petit à petit, ce qu'on observe, c'est quand même que ce chapelet d'équipes, il s'est regroupé un petit peu en collectif de sportifs, de footballeuses pour se mobiliser sur une série de sujets. Et c'est aussi là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que le collectif crée du collectif et le collectif amène des groupes un petit peu toujours plus gros et plus solides. L'idée aussi de la constitution de ces collectifs de footballeuses en manif ou en AG, voilà, ben là c'est une image de une AG de footballeuse qui s'est tenue, une AG inter-équipe, qui s'est tenue il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui accueillait plein d'équipes justement féministes et queer, et qui avait été un moment de partage de savoir et de savoir-faire, de maillage un petit peu militant, de mise en commun des problèmes et voilà un peu de soutien mutuel pour toutes ces questions, notamment celles que je viens de nommer. C'est-à-dire en fait quand on crée une équipe, comment on fait pour trouver un créneau, comment on fait pour s'entraîner, comment on fait parce qu'on n'a pas de coach, comment on fait parce que en fait on est allié à un club duquel on est parti, etc. En fait, on se rend compte qu'on a un peu toutes ces équipes, on a un peu toutes les mêmes problèmes, et l'idée c'est de les mettre en commun, de se partager des fiches d'entraînement, enfin voilà, des choses comme ça. Euh, Sur cette photo, justement, on voit, enfin, je ne vais pas du tout énumérer la photo de classe, mais on voit quand même une partie de membres de ces nouvelles équipes qui se sont constituées dans ces dernières années. Et une des manières, en tout cas, je me disais, en fait, comment on peut mesurer exactement cette espèce de gonflement des nouvelles équipes. Ce qu'on voit quand même quand on essaie de réfléchir un peu concrètement, c'est que dans les tournois, par exemple, il y a un peu toujours de plus en plus de demandes d'équipes associatives pour s'inscrire. Dans les championnats, on le voit aussi. On est quand même maintenant beaucoup d'équipes aussi à avoir une liste d'attente, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus accueillir de nouvelles joueuses, de nouveaux joueurs dans nos entraînements régulièrement, et qu'en fait, il faut qu'on fasse un peu des salves d'accueil, c'est-à-dire qu'en fait, on a une liste d'attente et tous les 3 mois, on va ouvrir pour faire entrer du monde, mais en fait, on n'a pas assez de créneaux, on n'a pas forcément assez de coachs, etc., pour accueillir tout le monde qui voudrait jouer. Euh, et, euh, et voilà, sur cette photo, c'était ça pardon, que j'étais en train de dire, c'est qu'on voit donc une partie de ces nouvelles équipes qui se sont constituées. On peut nommer, il y a une écharpe qui est à mes pieds quelque part par là, donc une équipe s'appelle le Drama Queer FC à Marseille, qui doit avoir peut-être 4 ou 5 ans au maximum maintenant. Contre-attaque, dont je vais parler tout à l'heure, qui est également sur la photo. Le Paris Arc-en-Ciel, dont j'ai parlé, qui reste aussi dans le paysage, donc qui est plus ancien. Il y a également les Gadji FC qui sont à Paris. Plus récemment, il y a eu le Queeraman en Bretagne, les Lyonnas à Lyon, les Débuteuses également qui étaient à Lyon, les Footereuses à Strasbourg. Enfin, la liste est longue. Les Hijabeuses à Paris, dont je vais reparler aussi. Il y a également un autre phénomène qui est assez intéressant en fait dans cette dynamique, c'est une espèce de queerisation d'équipes qui sont inscrites dans des clubs assez traditionnels. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec des partenaires de jeu qui finalement vont s'inscrire au club de Montreuil, au club du Pré-Saint-Gervais, qui n'est pas du tout un club, enfin voilà, qui sont des clubs à la structure assez traditionnelle, mais dont les équipes féminines se retrouvent finalement à participer de cette dynamique-là. Cette dynamique, elle est visible aussi dans l'apparition d'une série de tournois. Enfin voilà, j'ai parlé des nouvelles petites ligues et des nouveaux championnats, mais une série de tournois qui, je sais pas, qui fleurissent quand même un petit peu, j'ai l'impression, régulièrement, et qui sont aussi, en tout cas, qui ont aussi beaucoup été pensés comme les tournois un peu alternatifs au gros tournoi, entre guillemets, LGBT, qui était peut-être un peu associé
à l'image des Gay Games, par exemple, en tout cas qui étaient assez coûteux parce que c'est des tournois multisports, qui demandent beaucoup d'équipement, etc. Et l'idée, c'était là aussi d'en bricoler d'autres et de dire, en fait, on ne va pas attendre que les institutions nous les créent, mais on va les faire. Cette dynamique, pour lister peut-être un peu les endroits où on l'observe, on la voit aussi dans les liens que font ces équipes avec d'autres sports ou dans des initiatives croisées. Avec d'autres sports, je pense que la liste serait en vrai assez longue. Mais il y a une histoire un petit peu de contribution mutuelle avec des équipes de handball, par exemple, à Paris, comme Décalage ou Smash, avec qui les contributions, en fait, elles sont à la fois sportives, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, il va y avoir des tournois multisports, mais il y a aussi des réunions un peu militantes, justement, sur, en fait, des équipes qui ont la même histoire, en fait, qui est un peu toujours la même histoire, qui est une équipe féminine qui était dans un club masculin, qui est sortie de là, qui veut créer son asso, qui veut avoir ses espaces d'entraînement, etc. Et l'idée, c'est de partager un petit peu, même si c'est pas toujours les mêmes enjeux, parce que évidemment chaque sport a sa propre logique, mais c'est de dire en fait d'un sport à l'autre, on peut quand même communiquer, quoi. L'idée aussi, je pense que partage en tout cas une série de ces équipes, c'est celle de se rendre visible et de sortir d'un discours qui a du sens, mais qui a beaucoup de limites aussi, en tout cas pour les groupes dont on fait partie, qui est celui de dire un petit peu, de toute façon, on est tous égaux sous le maillot, donc en fait, il n'y a pas de question, on peut jouer ensemble et il suffit de ne pas se regarder. C'est un peu une logique un petit peu inverse qui est promue par une série de ces équipes, hein, à des niveaux, des échelles différents, mais c'est l'idée de se rendre visible, de s'approprier ces espaces. Et c'est là que peut-être entre en jeu aussi justement cette question de la mixité, qui en fait n'est pas partagée par toutes les équipes dont je parle, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui en fait ponctuellement ou très régulièrement vont jouer en mixité. Il y a des tournois qui en fait vont être parfois mixtes, parfois non mixtes. Mais voilà, c'est une question qui se pose différemment pour toutes ces équipes, mais qui reste intéressante parce qu'elle est aussi interrogée souvent dans ces équipes militantes-là du point de vue politique. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est aussi de dire si on veut élargir au bout d'un moment, qu'on en a marre de tourner dans les mêmes petits cercles avec les mêmes alliés, les mêmes équipes avec qui on milite tout le temps, avec qui on se retrouve tout le temps et qu'on veut élargir, en fait, il va falloir inviter et il faut régulièrement inviter des équipes masculines ou des équipes mixtes. Et en fait, c'est aussi... Enfin, on voit que cette question de la mixité, elle ne se pose pas que sportivement, en fait. Elle se pose aussi du point de vue militant, et c'est aussi là qu'elle devient intéressante. Sportivement, j'ai l'impression que tout le monde a un peu les idées claires dans ces équipes-là, de nouveau, quoi, hein, sur la mixité. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, l'idée, c'est de rester en non-mixité sans hommes 6. Mais d'autres équipes vont avoir un coach, typiquement, masculin. Et parfois, en fait, ce qu'on constate, en tout cas dans les dynamiques de tournoi, etc., ce qui est intéressant autour de cette question de la mixité aussi, c'est de se dire que selon les règles qu'on met à ces endroits-là, la dynamique des tournois, la dynamique des matchs change, en fait, selon si on est en non-mixité totale ou si les groupes se mélangent. Je vais peut-être abréger un petit peu sur la fin, mais en tout cas, l'idée, c'était aussi de dire peut-être deux dernières choses. Je vais peut-être pas m'attarder sur le côté élargissement des thématiques militantes, mais voilà, c'est quand même un point, je pense, à avoir en tête, qui est le fait que, par exemple, chez les dégos, ce qu'on observe, c'est aussi, enfin voilà, parce que comme je disais à propos de ces groupes d'équipes, de ce paysage d'équipes qui change, c'est qu'on est passé d'un militantisme qui était plus ciblé sur des questions LGBT à des questions militantes beaucoup plus larges. Donc ça, c'était une image de la Pride avec cette énorme coupe sur laquelle il y avait écrit « La coupe est pleine ».
et une autre Pride qui avait été faite. Est-ce que c'était pendant le confinement ou après le confinement? Je ne sais plus, mais en tout cas, l'idée était que la Pride n'aurait pas lieu et que du coup, les Lego avaient loué des bateaux. Vu qu'on n'avait pas le droit de se rassembler, on s'était mis en nombre autorisé sur ces petits bateaux. Donc voilà, un espèce d'élargissement des questions militantes, des actions aussi militantes qui sont faites en direction du foot et des institutions du foot. Donc ça, c'était une action qu'il y avait eu à l'Hôtel de la Marine, qui est au bout des Tuileries, au moment de la Coupe du Monde au Qatar. Donc il y a eu tout un... Enfin voilà, il faudrait... C'est pas moi qui vais vous raconter ça techniquement, mais vous faire raconter comment ont été déployés ces énormes drapeaux dans l'hôtel de la Marine qui était évidemment en activité. Et les mêmes qui ont été déployés sur des ponts, donc pour dénoncer le déroulement de tout ça. Donc ça, c'était une action devant la FIFA au moment où Noël Le Graët était interpellé, où il y avait en tout cas un audit de la FFF rapport aux accusations de violences sexistes et sexuelles dans l'institution. Et voilà, donc une espèce d'élargissement un petit peu des positionnements sur les questions militantes assez rapidement, où on voit que en fait, sur une série de mobilisations, en fait, cette constitution, un petit peu cette multiplication d'équipes féministes et queer, elle a donné lieu à des cortèges de sportifs, de sportives, des cortèges de foot qui se sont mobilisés à plusieurs occasions. Voilà, l'idée, en tout cas, c'est de rester un petit peu à ce carrefour de plusieurs questions et de voir un petit peu donc comment, en fait, ce paysage, il évolue à l'échelle de la multiplication des assos, mais aussi à l'intérieur des assos, c'est-à-dire que chez les Dégos aussi, pardon, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Je pense que notre regard, en tout cas, une partie des choses ont bougé, donc du foot féminin comme un peu référentiel à cette idée du queer, donc d'élargir là aussi la question militante un petit peu centrale, avec un changement aussi donc du nom, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, puisqu'on est passé de... Ça, c'était le premier logo des Dégommeuses, qui est devenu celui-ci qui est plus connu, l'ancien visuel, qui a été fait donc par Marthe Druckberg, et les Dégos maintenant, quoi. Donc il y a cette idée de bouger un petit peu vers le queer, tout en gardant un petit peu un fonctionnement de réflexion permanente et de travail un petit peu permanent. Donc chez les Dégos et dans une série d'autres assos, en fait, il y a des ateliers qui sont un petit peu menés constamment ou très ponctuellement selon l'ampleur des ateliers. Mais par exemple, chez les Dégos, il y a plusieurs temps qui ont été pris qui s'appellent les rencontres Dégos, dans lesquelles en fait on va déplier les questions qui nous traversent. Donc ça va être des questions militantes, ça va être des questions très amples ou très resserrées, ça va être des ateliers sur l'antiracisme, ça va être des ateliers sur les questions d'islamophobie dans le foot, dans le sport, etc. Et ça va être aussi des questions très très concrètes. Enfin, on va essayer en fait à chaque fois d'amener ces questions-là à leur dimension la plus concrète, comme par exemple autour des enjeux de compétitivité, en fait, qui vont se poser à plein d'endroits, les enjeux sportifs à proprement parler, qui vont être l'occasion de discuter d'autres sujets. Sur ces enjeux, par exemple, de compétitivité, il y a une série de dispositifs qui ont été mis en place. On a fait des tournois et on n'est pas du tout les seuls. Enfin, il y a des tournois, un tournoi qui avait été organisé par Contre-Attaque, par exemple, où toutes les équipes étaient mélangées pour essayer d'amenuiser un peu la question de la rivalité. Il y a eu des tournois dans lesquels il n'y avait pas vraiment d'équipe gagnante, mais en fait, c'était des espèces de sous-tournois qui se jouaient. Cette question de la compétitivité aussi, dans des espaces comme les nôtres, elle se pose différemment pour tout le monde, puisqu'en fait, tout à l'heure, on parlait de la question des différences qu'il pouvait y avoir sur le rapport au sport entre des personnes cis et des personnes trans, des personnes qui ne peuvent pas jouer quand on peut jouer dans d'autres endroits, en fait, c'est facile de dire
que là, on ne veut pas de compétition, que là, on veut que tout soit détente et que tout soit dégagé de ces enjeux-là. Si c'est le seul endroit où c'est possible de jouer, ça a plus de sens aussi d'y introduire peut-être plus de compétition. En tout cas, les discussions peuvent avoir lieu dans cette direction-là. Chez les Dégos, par exemple, il n'y a pas d'équipe 1, pas d'équipe 2, mais il y a cette idée de mélanger toujours les personnes qui jouent dans un contexte où on accueille aussi des gens tout niveau. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, ces questions, elles se déploient sur des enjeux parfois très très concrets. Je vais peut-être clore. Je voulais juste peut-être terminer en m'arrêtant un petit peu sur le travail visuel, parce qu'en fait, je pense que voilà, donc ça, c'est des images, en fait, on vient de verser, les Dégos viennent de verser les archives aux archives LGBT, donc en fait, ça veut dire que les fonds d'archives sont en train d'être traités, classés par les archives LGBT, et que dans ces archives, il y a des photos, des banderoles, des pancartes, des papiers, etc. Et en fait, en faisant ce travail-là, on s'est rendu compte que cette question de la visibilité aussi, elle s'incarnait pour les Dégos dans des choses très très concrètes qui sont par exemple la place que prenaient ces banderoles dans les couloirs, la place que prenaient les affiches, etc. Et en fait, ça a été un petit peu à l'occasion d'une discussion aussi qui était intéressante sur ces questions de visibilité, quoi, sur le fait de dire, en fait, se rendre visible, c'est pas juste militer sur les questions de visibilité lesbienne ou visibilité queer, mais c'est aussi fabriquer d'autres visuels, d'autres imaginaires visuels de manière très très concrète. Donc on a vu les banderoles. Et en fait, je voulais un petit peu vous montrer aussi, enfin voilà, il y a ces deux écharpes. En fait, celle-là, c'est l'écharpe des Dégos qui a été faite il y a quelques années. Celle-là, c'est une écharpe qui avait été faite en association avec Contre-Attaque pour une manif féministe. Et je voulais vous montrer aussi un petit peu le travail d'autres équipes sur ces questions-là pour réfléchir aussi au fait que voilà, l'idée, c'est aussi de penser d'autres maillots, d'autres coupes de maillots que les maillots féminins qu'on trouve le plus souvent. Ça, c'est les images des Cacahuètes Sluts, donc, qui est une équipe qui a aussi quasiment une dizaine d'années. Donc ça, c'était leur ancien maillot. Et celui-ci, qui doit avoir, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, dont vous connaissez peut-être aussi les écharpes qui sont le travail de Roxane Maillet, dont il y a plusieurs versions. Donc il y a la bouche increvable, l'écharpe femme. Et ça, c'est le travail donc, de l'équipe Contre-Attaque. Sachant que, voilà, en fait, cette image, je voulais la montrer parce que j'aimais bien l'idée qu'en fait, dans les collectifs de supporters, il y a toujours tout ce jeu qui est fait sur l'imagerie des marques, etc. Le fait de refaire du North Face, de refaire tous ces logos à la sauce supporter, et que voilà, chez Contre-Attaque, il y avait ce parallèle avec ce t-shirt de Naf Naf qui était assez drôle. Et là, c'est du travail de Cécile Bouffard, donc, qui est plasticienne aussi. Et là, on voit aussi qu'on est sur une espèce de changement de référentiel, en tout cas dans le travail visuel qui est fait sur ces équipes-là, avec des bandanas sérigraphiés. Et voilà, je voulais terminer donc avec un petit peu le travail visuel qui avait été aussi donc fait et commandé à des moments par les Dégos, vu que donc ça, c'est des collages qui ont été faits à partir de ces affiches, de ces écharpes, pardon. Et ça, c'est des affiches, en fait, qui avaient été le résultat d'un appel à projet qui avait été fait par les Dégos au moment de la Coupe du Monde pour récolter justement comme ça de la mise en image, en tout cas d'un autre imaginaire du foot, quoi. L'idée, c'était d'appeler à des posters, à des créations avec le thème footballeuse, et de créer, de faire créer, de promouvoir, de montrer une autre image du foot féminin, et essayer de sortir justement de toute cette série de stéréotypes qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'était aussi de dire que visuellement, de manière très concrète, tout ce travail de critique et de visibilité,
ils s'incarnent sur ces supports-là. Je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y aura des réponses, mais je voulais ouvrir un peu à ce que tu peux observer dans les milieux militants. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a cette évolution dans d'autres sports féminins, par exemple rugby est-ce que tu retrouves d'autres groupes un peu sportifs et militants? Je suis pas sûre effectivement d'avoir la réponse concrètement, mais j'ai l'impression que il n'y a pas nécessairement le même déploiement, en tout cas comme ça, de plein de petits groupes, de plein de petits collectifs, de plein de petites assos de manière aussi visible et finalement aussi durable. Parce que mine de rien, en fait, la multiplication des tournois, des championnats, des assos qui réussissent bon an mal an à avoir des créneaux, etc., c'est que ça dure aussi dans le temps. Et je pense qu'il faudrait demander dans le hand, mais c'est un sport qui n'a pas la même histoire aussi. Dans le hand, je pense que c'est peut-être visible, mais dans le foot, la même représentation, ouais. Oui. Bah, le rugby, il y a des équipes queer, il y a des équipes féminines qui font aussi ce travail-là, qui ont aussi interpellé les institutions à plusieurs reprises, etc. Mais je pense qu'en termes de cette espèce de d'émiettement et multiplication d'assauts, je ne suis pas sûre. Mais il faudrait demander plus précisément, quoi. Pour revenir sur la question de compétitivité, qui pose question, parce que en fait, quand on veut être inclusif, en même temps, il est difficile de garder cette logique de compétitivité au sein des clubs, de clubs avec une logique qui est loisir, mais aussi d'inclusivité totale, c'est-à-dire de ne pas faire des choix d'équipe, d'être comment dire, avec différents niveaux au sein du jeu. Tu notais tout à l'heure que la compétitivité ne peut pas être totalement écartée non plus, parce qu'en même temps, elle peut être aussi le seul lieu de compétition pour en fait certaines équipes queer. Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que l'idée c'est d'être à la fois dans comment on arrive à trouver l'équilibre quoi entre la capacité de donner aussi l'envie et le plaisir à toutes et à tous, et en même temps de conserver peut-être des logiques un peu plus sportives pour certains. J'aurais bien aimé. Bah, en fait, c'est une question qui se pose tout le temps, enfin, à laquelle nous, on n'a pas répondu et à laquelle je ne suis pas sûre qu'il y a des assos qui a répondu de manière très ferme. Il y a des équipes qui ont une logique compétitive, enfin, y compris dans celles que j'ai citées, etc., qui font du recrutement sur des questions de niveau, qui font des groupes de niveau, voilà, qui sont là-dessus. Chez les Dégos, il y a l'idée d'accueillir tout niveau, enfin, sans discussion, que ce soit à aucun moment un sujet dans l'accueil. Et après, dans les entraînements, dans les compétitions, etc., il y a un système de relais, un petit peu, par exemple, entre les personnes qui jouent et les coachs, pour faire un petit peu ce travail de, voilà, il y a X ou Y qui est un peu insatisfait du niveau, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire jouer cette personne plus autrement, etc. Mais c'est un ajustement perpétuel, en fait. C'est plutôt un truc auquel nous, on ne répond pas fermement. Et je pense qu'il y a aussi l'idée de ne pas y répondre définitivement, quoi. La question de faire des groupes de niveau en interne, par exemple, elle se pose, je pense, à peu près tous les ans. Mais pour l'instant, on ne fait pas. Est-ce que tu dirais que la structuration en club de foot tel que les Dégomeuses et peut-être d'autres clubs également dont tu as parlé a politisé davantage les joueuses en fait, des clubs? Ça, j'allais dire, c'est une belle question, quoi. Mais je pense que ça dépend des équipes. Enfin, je ne veux pas du tout m'exprimer pour d'autres équipes. Je pense que chez les Dégos, il y a un truc peut-être un petit peu particulier. Comme on est assez visible médiatiquement, très identifié politiquement, etc., je pense que plus on avance et plus les personnes qui viennent sont quand même assez familières de ce qu'on défend, de comment on se positionne, etc., etc. Donc on a, j'ai l'impression, de moins en moins affaire à
des primo-militants ou des primo-militantes complètement, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même plutôt des gens qui sont clairs. Puis comme il y a ce système de liste d'attente et tout aussi, même s'il y a des coupes-fils, il y a des prioritaires. Enfin voilà, c'est prioritaire pour les personnes trans, c'est prioritaire pour les personnes racisées, c'est prioritaire pour les personnes précaires, etc. Mais il y a quand même cette démarche d'inscription qui fait que qu'il y a une familiarité avec les questions militantes. Après, moi, j'ai l'impression que l'espèce de gros collectif, en tout cas, qu'a créé ces assos, oui, a fait quand même un travail. Enfin, ça ne peut pas ne pas faire ce travail de politisation. Et c'est de toute façon un des objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ateliers qu'on fait en interne, les rencontres inter-équipes, etc., c'est des moyens de faire ce travail de formation militante aussi, clairement. Sachant que les terrains de foot, que ce soit en long, en large, ou même les tailles des cages sont assez discriminatoires, et pensées uniquement pour le corps des hommes, cis, est-ce que vous, chez les De Gaulle, il y a des alternatives pensées pour rendre le terrain le plus inclusif possible? Alors, matériellement, on joue juste sur demi-terrain. À 7 sur demi-terrain. Mais je suis pas certaine qu'il y ait des adaptations. Enfin, en tout cas, la question s'est jamais posée de cette façon-là pour nous. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à ce que tu disais un peu plus tôt, du fait que parfois, en apportant un peu de mixité, ça changeait vraiment le dynamisme et l'énergie, en fait. Et je voulais juste, est-ce que tu peux donner plus de détails par rapport au fait, selon si c'est des coachs, par rapport aux dégommeuses, qui justement est coach et où se trouve le curseur ou l'équilibre pour l'instant, parce que c'est quand même intéressant, je pense. Mais voilà, c'est un peu cette question de à quel moment ça apporte et à quel moment ça enlève peut-être une énergie ou une ambiance. Là aussi, il n'y a pas trop de réponse définitive, quoi. C'est pour ça que justement, pareil, enfin, selon les assos, selon les équipes, c'est très différent. Parce que les gens se sentent différemment par rapport à ça aussi, très concrètement. Il y a plusieurs questions, je pense. Il y a la question concrètement, il y a la question de la présence masculine autour du terrain. C'est-à-dire que ça, c'est un truc, quand on joue, voilà, moi, je sais que quand je jouais dans un club masculin, et en fait, quand on joue, même en mixité, mais dans des tournois qui sont organisés par des clubs de foot masculin, etc., c'est quelque chose qui est quand même visuellement assez sidérant. C'est-à-dire de voir qu'effectivement, il y a du foot féminin, mais que tout le tour de terrain n'est occupé quasiment que par des hommes. C'est toujours... voilà. Ça fait quand même réfléchir sur le fait qu'en fait, à quel moment on occupe un espace aussi qui est peut-être autre que celui du terrain, vraiment dans les limites des lignes blanches, quoi. Donc il y a cette question-là. Il y a la question du coaching, qui est aussi une question, du coup, j'allais dire presque, c'est pas le bon terme, mais presque de hiérarchie, où en fait les choses vont se poser aussi autrement sur les manières de guider, les manières de donner des instructions, les manières les rapports que ça crée dans les décisions, les formes d'autorité, etc., où là c'est encore un autre enjeu. Et quelque part, tout ça pour moi, c'est des questions sur lesquelles peut-être que il y a quelque chose d'assez épidermique, quoi, je pense, sur les façons de trancher. Mais là où c'est intéressant, par contre, je trouve, et peut-être un peu plus fin, c'est la question de jouer en mixité. Parce qu'en fait, il y a des espaces dans lesquels il y a des formes de fausses mixité qui peuvent être mises en place. Et je dis ça de manière très grossière, mais des tournois où, par exemple, pour introduire de la mixité, mais parce que aussi, peut-être que parfois il faut en passer par là, mais à quel prix? Pour introduire de la mixité, on va obliger à avoir une joueuse ou deux joueuses dans des tournois très majoritairement masculins. Dans quelle position se retrouve la joueuse qui est dans ces équipes-là, ou les deux joueuses qui sont... voilà. Et il y a toujours cette question de qui fait la passe à qui, mais aussi de à quel point c'est agréable, en fait, finalement, comme contexte. Tout ça, donc ça, c'est quand même assez délicat. Et en même temps, il y a des équipes de mixte qui ont l'habitude de jouer en mixte et pour qui c'est super. Je veux dire, il n'y a pas non plus de pétition de principe, en fait, contre la mixité, mais il y a une pratique de ça, je pense qu'il y a une connaissance de ça qu'il faut avoir réellement. Et en fait, il faut bien se connaître, il faut être attentif à plein de choses. Et ouais, c'est peut-être dans le jeu que c'est le plus fin, je pense, à réfléchir, quoi. Peut-être qu'on va se mettre alors à aller jouer, plus précisément. Merci beaucoup, Lucie, encore d'être venue nous présenter Avec plaisir. le travail. Et merci à tous d'avoir été là.